Donc juste avant qu'on reprenne, hein, je vous avais conseillé l'outil Previsor. Vous allez voir pourquoi ce CTF. Je vais vous parler des shellbags, ok? Installez ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller scanner mon ordinateur, ok, grâce à Previsor. Et là, si vous regardez bien, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? On a des traces, ok? Ok, retour, quand un fichier effacé, les USN, ok, c'est intéressant. Firefox, les cookies, les hover cookies, intéressant. Il y a quoi? Index web cache, le web cache, l'index date, super intéressant. Historique Windows, les MRU, ah, ok, les fichiers Windows, le prefetch, d'accord, registre. Ok, on a quoi dans registre? Les polices, le software, les .com, les clés de registre, intéressant. Les jump lists, ok. Quick list, PowerShell, tout ce que j'ai utilisé. Donc pareil, la RAM, vous voyez ce qu'on utilise dans l'armée. Un 6 passes pour nettoyer la RAM. L'espace disque, pareil. Alors sur le SSD, ça va le fatiguer, mais vous pouvez faire 6 passes sur le SSD. Les disques durs magnétiques, suppression sécurisée, c'est 35 passes. Le maximum qu'on a, ça c'est les services de renseignement canadiens qui font 7 passes. Ok? Canada aussi. Communication Security, 3 passes. Le DoD, Department of Defense, ils font au moins 3 passes, ok, avec différents algorithmes, ok, pour effacer les données. Et quand vous revendez un disque, je vous conseille de faire 35 passes avec l'algorithme de Peter Goodman, ok. Ça permet la récupération des données. Ou si elles sont récupérées, elles auront quelques petits soucis. Elles seront pas dans leur intégralité, ok. Ça, c'est de l'anti-forensique, techniquement. Hmm. Select which shellback to clean. Ok? Clean up shellback. Ok? Donc voilà, comment vous pouvez. Il y a plein d'articles, hein. Je vous mettrai les clés qu'il faut supprimer hein, quand vous voulez bah, nettoyer la machine hein, après une attaque. Il faut supprimer toutes ces clés de registre et bah, passer un petit coup de Privazer hein, si vous avez éventuellement une interface graphique. C'est un très très bon outil. Bon, maintenant on passe au CTF, c'est parti. Ok, donc on se retrouve pour la partie 2 et on va essayer de répondre aux petites questions après les explications que je vous ai données dans la vidéo précédente. Donc, on va faire un peu de forensique, hein, analyse forensique. Le Père Noël s'est fait taper. Visiblement, on a transporté les logs, hein, les fameuses logs, ce qu'on appelle les PowerShell transcripts qu'on a vu. Hein, comme je vous disais, si jamais vous activez ça, qu'est-ce qui va se passer sur votre C2 points? Il y a en fonction de l'horodatage, donc à la date du jour, il y a un dossier qui va se créer sur votre C2 points à la racine sous Windows et qui va vous mettre toutes les logs, ok? Les logs qu'on va pouvoir voir et qu'on va étudier, elles seront sur votre ordinateur également. Vous pourrez voir toutes les opérations qui sont faites via PowerShell, ok? Et typiquement, PowerShell, on peut le militariser, faire des attaques Living off the land. Donc c'est toujours bon de regarder un petit peu ce qui se passe. Et bah, si par hasard, à l'insu de votre plein gré, comme dirait l'autre, on s'est pas servi de PowerShell et votre consentement, ok? Donc ça, vous pouvez l'activer. Moi, je l'ai activé sur mon ordinateur, jeter un petit coup d'œil et effacer les dossiers quand vous en avez plus besoin. Donc c'est à la racine. C'est deux points et puis c'est à la date du jour. Ok? Ok, c'est chiffré. On n'a pas le mot de passe. C'est bon. Ok. Donc on a Cyberchef qui est préinstallé sur la machine. Donc on va devoir décoder des trucs. Ok. Donc voyons un petit peu ce qu'il nous demande. Donc j'ai répondu déjà à quelques petites questions. Donc chaque journal de transcription est un simple fichier texte brut que vous pouvez ouvrir dans n'importe quel éditeur de votre choix, bien que les noms de fichiers soient aléatoires. Vous pouvez avoir une idée du journal qui vient en premier en regardant, bah oui, les attributs, date de modification, date de création, les euros d'attache. Ok,
D'accord. Donc, examinez chaque journal de transcription pour avoir une idée de l'activité effectuée sur l'ordinateur portable juste après sa disparition. Dans le deuxième journal, il semble que l'auteur ait créé un compte utilisateur de porte dérobée. Donc, déjà, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ok, on a Cyberchef là. Donc là, voilà. Apparemment, on a déplacé les logs de l'ordinateur du Père Noël. Ok. Donc là, c'est quoi? Ça, c'est 6h35 PM. Donc 6h35 de l'après-midi, ça. 6h48. Bon, on va les ouvrir, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, c'est le fameux shell transcript, hein. Je vais dézoomer un peu quand même. Donc, la machine s'appelle laptop, hein, c'est le hostname, et le compte s'appelle Santa. C'est un laptop en 10.0.22.00, donc c'est un Windows 11. On voit le PowerShell qui est installé en 1.0. Qu'est-ce qu'on a d'autre? PS Remoting, donc ça c'est pour des informations. On voit qu'il a fait un WAMI. Euh, on lui a dit, bah écoute, tiens, t'es connecté au hostname laptop, ton compte c'est Santa. Ensuite, il a fait un système info. Là, on récupère la première info. Ce que vous pouvez voir, c'est un Windows 11 Pro. C'est la question qui était posée. Ok? Quel système d'exploitation? Et maintenant, il nous dit quel est le mot de passe défini pour le compte de porte dérobée de backdoor. Donc là, on a tout ce qu'il faut, on a les KB installés, le processeur, VMware, patati patata, ok. On voit qu'il a fait un net user pour regarder les comptes qui étaient installés sur la machine. On voit qu'on a quoi? 5 comptes, hein. Quel est celui qui est pas par défaut? C'est Sanda, ok. Les autres existent sur n'importe quel Windows, ok. Soit ils sont activés, soit ils sont désactivés, mais ils sont livrés par défaut sur n'importe quel Windows. Donc ça, c'est le premier truc. Ouais, rien de bien intéressant, j'ai envie de dire. On va passer au deuxième. Alors là, ça devient déjà un peu plus intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un nouvel objet, ouais, avec la classe net, web client, appel à la fonction download file, hein. Ça, typiquement, c'est l'équivalent de wget ou de curl, hein, en PowerShell. Ça permet de télécharger un fichier à partir d'Internet. On voit qu'il est allé sur ce site et il a téléchargé UHARC. À mon avis, c'est tout simplement ce qu'on voit sur le bureau. C'est quoi? C'est l'archive qu'on a vue. Ça permet de quoi? De compresser les fichiers, hein. Là, on voit bien, hein, c'est un freeware, non-commercial use. Ça nous parle d'archives, hein, add file. Donc visiblement, il s'est servi de cet outil, hein. On voit toutes les commandes qui ont été passées. Pourquoi? Bah, déjà, le télécharger. Après, il passe quoi? Après la virgule, on a le out file, hein. Il l'a mis dans user Santa desktop. On voit que c'est un fichier exe d'installation, hein. Il a dû l'installer. Et on voit qu'il l'a installé en effet dans quoi? Dans Programme File, UARC, bin. Et on a l'exécutable qui est là. La machine est super lente, ça me casse les pieds. Ah, là déjà, un truc qui doit attirer votre œil, qu'est-ce qu'il fait là? Là, il fait un net user add. Net user add, commande pour ajouter un utilisateur. Ok. Deuxième information pertinente, qu'est-ce qu'on voit? The password is longer than 14 caractères. Donc 14 caractères. Donc c'est un mot de passe assez costaud, on va dire. Et qu'est-ce qu'il a fait, net user? Donc il a ajouté Santa. Et le mot de passe, c'était Grinch Stole Christmas. Ok, donc on a un Santa classique et là il a fait un Santa façon lead speak. Il a remplacé le A par un 4. Ensuite, bah, classique, il utilise un net local group add. Ça c'est pour ajouter à un groupe un utilisateur. À quel groupe il l'a utilisé? Il l'a ajouté bah, administrateur et euh, il a ajouté Santa, le compte qu'il vient de créer. Ok.
comment se faire une petite escalade de privilèges, tout simplement, au calme. NetUser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vérifié que son utilisateur était bien présent. On voit le compte légitime, on voit le compte qui a été créé. Et ensuite, il a fait un net local group administrateur pour lister cette fois-ci pas les utilisateurs présents sur la machine, mais les utilisateurs qui font partie du groupe administrateur dans lequel il s'est ajouté. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, sans surprise, ok, on avait Santa et administrateur, il vient d'ajouter son compte Santa. Ok. Ensuite, il utilise WMIG, ok, qui est utilisé en administration. Il demande quoi? Les user accounts, ok, qui sont affichés ici. Donc ça, c'est du PowerShell. Et après, il fait un getName et un seed. Ok, on a les noms. Donc là, qu'est-ce qu'il demande? Il nous demande AWMIC, ok, qui permet de faire pas mal de choses, notamment on peut le militariser, faire de l'offensive avec WMIC. Et il demande quoi? Bah, tu me listes tous les user accounts en me donnant leur nom et leur seed. Ok? Le seed, très très important. Hein, ça permet d'identifier l'utilisateur. Vous voyez qu'ils ont tous des seeds différents. Et grâce au seed, je peux, en ligne de commande, notamment récupérer euh, les archives qu'il y a dans la corbeille. Ok? Alors que on n'a pas accès en principe à la corbeille en ligne de commande. Grâce au seed, vous pouvez taper dans Recycle Bin. Donc c'est extrêmement important puisque grâce au seed, on va pouvoir faire pas mal de choses, notamment des attaques en définissant le seed pour faire des escalades de privilèges ou d'autres attaques living off the land. Ok. Ensuite, il fait un exit, il sort. Donc Grinch Stolen Christmas. Non, il a décidé de m'emmerder. Ok. Donc, au niveau de la transcription, les fameux fichiers PowerShell, un acteur malicieux a interagi avec la cible, avec un nouveau compte d'utilisateur de porte dérobée, bah oui, c'est celui qui s'est ajouté, et a copié un fichier unique sur le bureau. Avant qu'il ne soit copié sur le bureau, quel est le chemin d'accès complet du fichier d'origine? Donc là, en fait, il va faire du pipe. On voit qu'il a utilisé quoi? Il a créé une archive aussi, hein, techniquement. Ok, donc en PowerShell, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise en ligne de commande le programme qu'il a téléchargé pour archiver, ok, et il crée une nouvelle archive et il le place sur le bureau. Il y a un truc qui s'appelle Bags of Toys, ok, et là-dedans on voit qu'on a de multiples archives qui ont été copiées et on voit également qu'il utilise du paramètre binding, hein. Techniquement, vous savez que sous PowerShell tout est objet, c'est pareil, on travaille sur des objets. Alors, quelle est la différence avec la ligne de commande? Bah, comme son nom l'indique, PowerShell, parce que c'est extrêmement puissant le PowerShell comparé à la ligne de commande. Hein, on peut également utiliser des alias, comme on le fait avec le cmd.exe, la CLI, hein, la command line. Mais la puissance des objets, c'est qu'on va pouvoir passer des métadonnées, toutes les métadonnées des objets, à les requêter et piper en fait des commandes, hein, via un pipeline, ok. Et donc l'input object il est utilisé, hein, pour définir des objets. Visiblement il a créé de nombreux objets dans une collection. On voit mold, wars, ants, mildew, hein, et ça va toujours au même endroit. Valeur Grinchmas, il fait un input object et il utilise la fonction parameter binding out of file. Ok, donc ça veut dire que là il vient de faire d'une liste, hein, il a créé une archive et il a compressé l'archive. Ok, on voit que ça termine, hein, c'est un fichier zip. Alors, est-ce que c'est ça? Ah non, complet d'origine.
Ok, bon, tout de suite, il va taper dans User Class. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Euh, donc là, si je résume, il fait un WAMI pour voir qui il est. Ok, CD, il travaille sur la variable. Ok, de profil, hein, il lui donne la variable d'environnement, il lui dit je veux le user profile desktop. Qu'est-ce que ça permet de faire techniquement? Ça lui évite de taper quoi? CD, user, Santa desktop, ok? Vous pouvez tout à fait utiliser une variable dans votre CD, hein, ça marche aussi, ok? Mais voilà, en fait, hein, ça l'a amené dans C2 points Santa à lui, ok? Hein, vous voyez que ça, en fait, voilà. Voilà ce que ça fait, ok? Plutôt que taper C2 points user Santa desktop, il a fait ça, mais ça l'amène à cet endroit-là. On n'est plus ni moins, puisqu'avant il était dans système 32. Ok, donc ensuite il copie un fichier ultra sensible qui s'appelle user class, hein. Donc si on doit résumer un peu, et je vais vous parler un peu des shellbags que vous compreniez. Euh, mais en gros, on a des informations, hein, qui sont stockées, c'est des sortes de métadonnées qu'on appelle shellbags, hein, qui sont utilisées pour faire de l'analyse forensique, de l'analyse médico-légale. Concrètement, ce sont ce qu'on appelle vous verrez, mais des MRU, hein, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais il y aurait beaucoup à dire sur les shellbags, mais c'est utilisé par la police, par les agences de renseignement, ce que vous voulez, pour faire du DFIR, hein, c'est du Digital Forensic Incident Response, pardon. Donc techniquement, on va s'en servir quand il y a une cyberattaque ou par exemple quand il y a un salarié qui a volé des documents dans l'entreprise, on va pouvoir récupérer et savoir ce qu'il a fait sur son ordinateur. Il faut des logiciels très spéciaux pour effacer les shellbags et c'est très dur de s'en débarrasser. Le but, c'est justement de laisser des traces pour savoir dans un monde généralement d'entreprise, hein, qui fait quoi et s'il n'y a pas eu du tampering. Ok. Donc là, on voit qu'il copie, voilà, où se trouve par défaut le user class date. Je crois que c'est la réponse à la question. Ok. L'acteur utilise un binaire living of the land pour encoder ce fichier, puis le vérifie en affichant le fichier de sortie. Quel est cette lolbin? Alors, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Dire force, ok. Donc là, il vérifie là bien son user class date, hein, qu'il a copié sur son bureau. Ok, bah il utilise sartutil. Ok, sartutil, donc qui permet à la base de quoi? De certifier, hein, des certificats numériques en fait, hein, pour les importer dans un environnement d'entreprise. Ok, puis après avec les certificats numériques, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez signer vos programmes, vous pouvez signer des accès. Ça permet de valider les accès au sein d'un environnement Active Directory. Bref, vous pouvez faire pas mal de choses avec les certificats numériques. Et Sartutil, vous savez, bah, comme toute technologie, on peut la détourner et ça fait partie des LOL base, ni plus ni moins. Ok. Et on peut naturellement détourner les fonctions. Voilà. Donc, on en a deux, on a un 632, un dans 6 WoW. Ok. Donc pour rappel, ça c'est pour les 32 bits, ça c'est pour les 64 bits, c'est interverti comme je vous avais dit la dernière fois. Et bah, on peut s'en servir pour quoi? Pour par exemple télécharger, hein, et sauvegarder un fichier 7-zip, ok, dans le truc. Donc vous voyez que c'est une des TTP, hein, qui est utilisée. Là c'est le T105 Ingress Tool Transfer. Donc je vous ai dit dans Attack, si je dois vous montrer, hop, vous avez tout le framework, hein, et vous avez toutes les techniques, hein. Je vous parle tout le temps technique, tactique, procédure. Et ben là, ça fait partie des techniques. Chaque technique a un numéro, un ID, ok, et ça permet de voir quel APT par exemple a utilisé cette attaque, hein, lorsque il y a des cyberattaques étatiques, hein, de services de renseignement ou de hackers payés par des États.
une nation des rogue states, comme on dit en anglais. Et là, vous avez toutes les techniques, ok, qu'on peut utiliser dans une cyberattaque. Et je vous ai dit, le but du red teaming, c'est de faire des bases de données, des bases de connaissances, hein, qu'on va pouvoir utiliser. Et vous avez le framework attaque, attaque qui est utilisé depuis, créé par Myrtle, hein, dans les années 80-90, on va dire. Et, euh, et donc, c'est le principe du red teaming, hein, dans le complexe militaro-industriel. C'est utilisé par toutes les grosses entreprises américaines du Nasdaq. Et vous avez toutes les attaques, hein, les fameuses techniques qu'il va falloir connaître lorsqu'on fait de l'offensif. Reconnaissance, ressources développement, initial access, exécution, persistance, privilege, escalation. Et à chaque fois, vous avez le numéro des TTP. Là, on voit que, voilà, déployer un conteneur, c'est la technique 1610. Je peux cliquer dessus, ça m'explique ce que ça fait, et je vois la criticité, quand est-ce que on a créé, quand est-ce que cette technique a été utilisée pour la première fois, ok? Des exemples de procédures, des exemples de mitigation, comment endiguer le problème, et de détection si on doit faire du blue teaming. Ok. Donc vous voyez tout le temps, technique, tactique, procédure. Ok. C'est utilisé dans le complexe militaro-industriel. Et si vous voulez travailler après dans cyberdéfense, eh ben, il faudra apprendre à utiliser attaque. Mais bref, je m'égare. Donc voilà, le TTP, ce que ça peut faire. Donc on peut faire ça, on peut cacher aussi, c'est ce qu'on appelle des alternate data streams, des ADS. Je vais pouvoir cacher mon programme dans autre chose, ok, pour pouvoir le camoufler, télécharger un fichier, le sauver en tant que NTFS. Donc ça, c'est le format de fichier, hein, sous Windows, DataStream. Donc je vais pouvoir encapsuler une charge utile dans un autre programme, ok, pour essayer de faire de l'évasion, des antivirus. Je peux encoder en base 64, je peux décoder en base 64, hein, pour essayer de faire, encore une fois, de l'évasion, hein, une technique d'évasion défensive et des défenses, pardon. Et je peux faire de l'hexadécimal aussi. Ok. Donc on voyait comment on peut détourner un outil qui existe depuis des années dans Windows et s'en servir pour faire des attaques, des cyberattaques. C'est le principe des LOL bases, ok? Ce qu'on appelle living off the land, ok? C'est comment faire les attaques les plus furtives, en fait, hein. Généralement, ce sont ce qu'on appelle des APT, ok? Advanced Persistent Threat, donc menace persistante avancée, et voilà toutes les techniques. Pourquoi je vous parle tout le temps des TTP? Parce que là, vous avez les techniques, hein. Les tactiques, c'est autre chose. Là, c'est toutes les techniques utilisées lors d'une cyberattaque, comme font les pros. Ok. C'est pas Dédé avec son petit Kali Linux. Ok. C'est des équipes de hackers qui travaillent pour le renseignement et qui savent exactement ce qu'ils font. Voilà. Donc là, on a toutes les tactiques et tous les outils que vous pouvez utiliser pour pirater un Windows, ou en tout cas s'en servir pour votre cyberattaque. Ok. Si elle me dit qui, je peux m'en servir pour voler des mots de passe. Ok. Tout ça, c'est des outils qu'on sert au quotidien en fait, hein, qui sont entre guillemets légitimes, mais je peux m'en servir pour exécuter des binaires, ok, signer, et éventuellement avoir une escalade de privilèges, pousser des portes dérobées, etc. Créer de l'évasion, de la persistance, installer de nouveaux malwares, etc., etc. Donc là, vous avez toute la liste sur le LOLBAS Project. Ok. Donc, on a vu qu'il a récupéré le user class. Si je reviens un peu, je résume. Et qu'est-ce qu'il a fait? Sans date. Ok. Donc là, il a lu le fichier. En fait, il servait quoi? Il a fait un encode. User class date, sans date. Donc là, il n'y a pas à chier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encodé en base 64. Si on revient sur ce que je vous disais. Encode, certil, encode, input file name, output file name. C'est exactement ce qu'il a fait. Certil, encode, il a pris le user class qu'il a extrait de la ruche, de Windows, quoi, en tout cas, et il l'a renommé Santa Date.
ok, et send ta date. Après, il fait un type pour lire le fichier. Et comme il a utilisé certutil qui est à la base pour gérer des des certificats, on fait comme si c'était une clé, hein, un début de certificat, mais c'est du bullshit. Vous voyez bien qu'un certificat, là, ça serait fini. Là, vous voyez qu'il est extrêmement long. Donc c'est bien plus qu'un certificat. Et oui, c'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah tout simplement, il a copié l'ensemble du user date. Ok, classe. Mais propre. Ok, on va essayer de le charger en espérant que ça passe. Alors, Flambé 64. Ok, maintenant comment on charge un truc open folder? Non. Add new input. Ouais. Open file input. Enigma. La, la bombe. Comment on l'appelle? C'est un petit clin d'œil à la bombe de Turing. Montre. Alors, petit clin d'œil. Vu qu'Alain Turing travaillait pour les services de renseignement. Avant, ça s'appelait pas le MI6, mais voilà la fameuse bombe. Ok, c'est pour ça qu'on voit ce petit icône quand c'est en train de décoder. Et c'est grâce à ça qu'ils ont décodé Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. La fameuse machine Enigma des nazis permettait de chiffrer via un système de retard. Bref. Donc, tu me l'as trouvé, papy, ou ça mouline? Ça mouline. Mais vous voyez, c'est exactement ça. Bon, on va le laisser baker. Donc, en attendant, je vais vous parler quand même des shellbags, que vous compreniez. Donc en fait, on a des clés de registre Windows, hein, qui maintiennent des informations utiles pour le système d'exploitation, notamment le dernier utilisateur, l'eurodatage, et ça peut révéler des éléments de votre vie privée en fait, hein. Donc le shellbag, c'est des clés de registre Windows qui sont créées pour maintenir les paramètres de la fenêtre de visualisation lorsqu'un utilisateur accède à un répertoire ou un bureau de Windows. Ces clés notent de nombreuses informations utiles pour le système d'exploitation, comme la position de la fenêtre, sa largeur, sa hauteur, la date et l'heure de la création de la dernière utilisation, le dernier utilisateur, etc., etc. Hein, c'est comme ça que sous Windows, il se rappelle que la dernière fenêtre que vous avez ouverte, elle avait telle taille, telle taille. Ok. Donc les clés de registre Windows, elles comportent un eurodatage qui peut révéler à quel dossier un utilisateur a accédé, hein, mais ça n'a rien à voir avec l'historique des accès. Et on peut voir aussi de nombreuses activités du système d'exploitation et des applications, hein, qui peuvent mettre à jour ces eurodatages et qui donnent donc aucune certitude, hein, quant à l'accès d'un utilisateur, parce que eh ben, une défragmentation, un antivirus, ça peut également provoquer un eurodatage de dernier accès. Ça ressemble plus à ce qu'on appelle le most recent used, hein, mais on dirait plutôt most recent user, plus récent utilisateur, ou utilisé le plus récemment. C'est ce qu'on appelle les MRU, ok, dans le jargon. Donc lors de la destruction d'un répertoire, en fait, son shellbag n'est pas détruit. Ok, c'est pour ça que vous effacez des trucs, vous croyez que ça a disparu du disque dur, c'est faux.
un, en termes de système de fichiers sous Windows, le shellbag n'est pas détruit. Donc toutes les données, toutes les métadonnées du répertoire que vous avez essayé de faire disparaître, ok, sont toujours liées à l'objet. L'objet a disparu, Windows ne vous affiche plus le dossier, mais il y a tout le shellbag avec toutes les métadonnées. Donc finalement, on peut vous tracer via ce système de clés. Et ensuite, physiquement, sur votre disque dur, qu'est-ce qui se passe? Hein, le disque dur, pour pas faire des opérations inutiles, hein, on a ce qu'on appelle une table d'allocation, ok, avec, voyez votre disque dur comme des petits carrés, hein, on va découper ça, donc on a des volumes, on a des partitions, et sur les partitions, ok, on a l'allocation de blocs, ok, ce sont de blocs de mémoire, ok, votre disque dur, votre SSD est composé de blocs mémoire, et ces blocs mémoire, plutôt que de les effacer, ok, on efface le pointeur dans la table d'allocation. Je m'explique. Pour le disque dur, il n'y a plus de données qui sont présentes. Mais en termes magnétiques, physiques, hein, puisque les disques durs, eh ben, ce sont des disques durs magnétiques, hein, c'est grâce à la polarisation des ondes magnétiques qu'on peut stocker de la donnée sur ces bandes métalliques, hein, qui constituent votre disque dur. En fait, les données sont toujours présentes. On peut les récupérer. Vous savez qu'il y a plein de logiciels, pas uniquement d'analyse forensique, qui permettent de récupérer des fichiers qui ont été effacés. C'est parce qu'ils n'ont pas été effacés. Le seul truc qu'on a effacé, c'est le pointeur de la table d'allocation. Ce qui fait que le disque dur, lui, ne peut plus récupérer les données, mais par contre, un logiciel peut recréer la table d'allocation détruite et récupérer les données. Le seul moyen de, entre guillemets, empêcher de récupérer ces données, c'est d'écrire des zéros. Des zéros, des zéros, des zéros partout. Ok? On va remplir le disque dur de zéros, et plus vous allez le faire, généralement, je sais pas, dans l'armée, on fait 20, 25 passes de zéros sur les disques durs pour être sûr qu'on ne pourra pas récupérer les données. Mais plus vous écrivez sur le disque dur, plus vous l'abîmez, hein, vous allez le vieillir. Pareil pour un SSD, c'est encore pire pour les SSD. Ok? Donc les informations shellbag sont un ensemble de sous-clés dans la ruche de registre utilisateur. C'est pour ça que vous avez vu, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé taper dans un des fichiers de la ruche de registre, la register hive user. Ok, on a quoi? On a des fichiers netuser.dat et on a le fameux userclass.dat. Ok, ils sont utilisés par le système d'exploitation Windows pour suivre les préférences d'affichage des fenêtres utilisateurs. En fait, ils stockent divers paramètres de l'explorer, hein, l'explorateur, pardon, Windows, qui gère l'interface graphique, et ça se rapporte aux dimotions, aux paramètres, hein, ça permet de rouvrir le même dossier plus tard avec les mêmes paramètres, les mêmes réglages utilisateurs que la fois précédente. Ok? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que chaque utilisateur aura des préférences distinctes pour les dossiers. Par conséquent, ces paramètres sont stockés dans la ruche appropriée à chaque utilisateur. Ensuite, comme les sous-clés shellbag, elles stockent des diverses métadonnées sur la disposition des éléments de l'explorateur Windows et qu'elles sont enregistrées pour chaque utilisateur, d'un point de vue informatique, on peut analyser les données et extraire diverses informations relatives à l'interaction entre l'utilisateur et les répertoires. Ça s'appelle une analyse des shellbag. Ok? Combiné à d'autres artefacts informatiques disponibles, en analyse médico-légale, les artefacts informatiques sont les traces que vous allez laisser. Traces de compromission s'il y a une cyberattaque, traces que vous allez laisser si vous voulez copier, stocker, déplacer, hein, transférer des fichiers sur un ordinateur, vous allez laisser des traces. Vous allez stocker un fichier et le mettre sur une clé USB, ok, vous allez laisser des traces. Il y aura des informations comme quoi votre compte a copié tel fichier vers un périphérique de stockage interne, externe, vers le réseau. Ok, ça fournit une image plus complète des fichiers accédés ou supprimés par l'utilisateur. Ok, vous voulez vous venger de votre patron, vous effacez des données importantes de votre ordinateur. Vous inquiétez pas, on saura que c'est vous. Ok, donc on a une clé qui s'appelle shell no rom bag XXX qui contient les données pour les dossiers locaux, et on a une autre clé qui s'appelle shell bag XX, donc on n'a pas le ROM, qui contient les données de tous les dossiers distants.
Ok, les shellbacks sont exploités lors d'enquêtes de police scientifiques pour détecter quand et à quel dossier en fait un utilisateur a accédé, hein. Donc attention à ça. En entreprise, lorsqu'on soupçonne qu'un employé a divulgué un document confidentiel stocké sur le réseau, l'ordinateur de cet employé peut avoir les shellbags, donc des traces indiquant que le dossier contenant le document divulgué a été consulté peu de temps avant la fuite, hein, d'un document. On peut s'en servir sur l'ordinateur d'un employé pour afficher les dossiers ou les serveurs auxquels l'employé ne devait pas avoir accès, ok, ou auxquels il a accédé. Lorsqu'une entreprise également soupçonne qu'un employé a supprimé de manière malveillante des fichiers importants sur le réseau, des informations de shellbag peuvent démontrer que l'ordinateur de l'employé a accédé au dossier saccagé avant que l'incident ne se produise. Donc on a des sous-clés de registre Windows qui sont utilisées lors des enquêtes, hein, dans la police, dans le renseignement, etc., etc., etc. C'est tout ce qui est NT User Dat. Vous savez qu'on a une classe qui s'appelle Software. Dans Software, vous avez Microsoft, vous avez une autre sous-arborescence qui s'appelle Windows, et là-dedans, vous avez Shell. Vous avez les Shell Bag MRU, Most Recent Use, vous avez les bags, les no-roam, les roam, vous avez les Shell Bags MRU, donc bref, je vous mettrai toutes les clés de registre qu'il faut effacer si vous voulez être furtif. Ok. Typiquement, quand on est dans une cyberattaque et qu'on efface nos traces, on va supprimer toutes ces clés de registre Windows. Donc je vous les mettrai en description. Ok. Et on a des programmes pour effacer tous les shellbacks. Ok. Toutes les métadonnées avant de se déconnecter du serveur qu'on a piraté. Donc sous Windows Vista et Windows 7, la rush user class est la nouvelle, hein, c'est celle qu'on a vue là dans notre exemple. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle se trouve dans c2.user app data local Microsoft Windows. Là-dedans, vous avez le fameux fichier user class que il a voulu copier. Ok. Donc là, je le télécharge, il a terminé, et je terminerai là-dessus. Donc les shellbacks peuvent être révélateurs. Attention, attention, vous laissez des traces partout. Ok? Donc dans le cadre d'un usage personnel, les shellbugs ne peuvent rien révéler à d'autres utilisateurs du même ordinateur si les utilisateurs sont astreints à utiliser des comptes individuels avec l'UAC protégés par des mots de passe. Dans le cas contraire, c'est pas la peine de chercher des outils d'effacement de vos traces, hein, puisque clairement les autres utilisateurs vont avoir accès à tout ce que vous faites sur l'ordinateur. Typiquement, vous avez un compte local non admin, ok? Celui qui est admin, c'est-à-dire vos supérieurs hiérarchiques, les gars de l'IT dans votre boîte, ok, ils pourront voir tous vos shellbacks, ils sauront exactement ce que vous faites de votre ordinateur à la microseconde près, ok. Et donc sachez, hein, le seul cas où le registre Windows serait balayé pour analyser les shellbacks, hein, c'est typiquement quand on le met dans un laboratoire de police scientifique. Ok, on va scanner le disque système, tout l'ordinateur, analyser le registre, ok, et on va récupérer les fameux NT user date, user class date, ok, puisque on va en apprendre énormément sur vous, ok. Et je rappellerai que cette technologie, hein, NT user date, NT Class Date, ça a été installé par Microsoft, hein, qui a déployé toutes sortes de formes d'espionnage depuis 1998 avec le rachat de la société de consolidation de tracking qui s'appelle Firefly, ok, qui travaille pour le renseignement, qui travaille pour la NSA, qui travaille pour la CIA, ok, et ça se poursuit actuellement de manière débridée avec Windows 10, Windows 11, toute la télémétrie, Cortana, le pack Office en ligne, le cloud Azure, votre compte Microsoft Hello. Ok? On vous espionne en long, en large, en travers. Ok? Soyez pas naïfs. Et tout ça, ça permet de faire de l'analyse forensique sur votre petite personne. Ok? C'est juste un exemple, comme ça. Voilà, je m'arrête là. Donc, on télécharge. Je veux quoi? Je veux un fichier texte. Open, oui. Et là, on va voir. Ah! Microsoft user.class. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est chiffré. Non, c'est pas chiffré. Ça, en fait, c'est quoi? C'est un fichier date. C'est un fichier date, ça veut dire que je peux pas l'ouvrir. Ou fichier texte. Ok? Donc là, c'est peine perdue. Il va nous falloir quoi? Un outil. Ça tombe bien, on a quoi? On a un informaticien qui travaille avec le FBI, qui s'appelle Zimmerman.
qui a créé un outil pour ouvrir les shellbacks et les étudier. Donc, on va se servir de son programme. Vous pouvez l'installer sur votre Windows pour voir les traces que vous laissez au quotidien. Ok? Donc, on va se servir de ça. Techniquement, je vais peut-être le renommer en date. Je sais même pas si c'est nécessaire. En tout cas, on n'a plus besoin de ça. Je retourne vite fait un peu sur le cours. Ok? Donc ce dossier hein, peut être utilisé pour nous aider dans notre enquête. Le user class contient les shellbags ou des artefacts contenus dans le registre Windows, comme je vous le disais, qui stockent les préférences utilisateurs. Ok? Tout ça, je vous l'ai dit. Ok? Moi, sauf que j'ai développé bien plus que ce que vous dites, je vois avec. Mais pour extraire les informations shellbags, hein, on va utiliser le userclass.dat et on va utiliser l'outil Shellbags Explorer. Donc on a une interface graphique, ok. On va lancer l'application, on va charger tout simplement le, la Hive, ok, en offline. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que la Hive, il y a quoi dans les shellbags? Les trucs les plus importants. On a quoi? On a le fichier nt user.dat et user_class_dat. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que c'était la user register Hive. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Bah nous, si on a le fichier, on va pouvoir charger la ruche en offline et analyser. Ok? Donc on va faire ça. Je retourne sur la machine. Ça dégage. Au revoir, merci. Ça dégage aussi. Merci. Je vais le télécharger proprement. On va faire download date. Ouais. Ok, save. Donc, je sais pas où il stock. Dans quoi? Dans download. Ok, parfait. Bon, alors, Shellbags, comment ça se passe? On a un truc en ligne de commande, nous on va faire avec l'interface graphique. Vous avez le manuel PDF hein, que je vous conseille de lire si vous voulez apprendre à faire un peu de forensique au niveau des Shellbags. Très très intéressant. Et voilà, techniquement, hein, quand la police scientifique doit prouver que bah, vous avez fait des trucs bizarres avec votre ordinateur, voilà une des techniques qui est utilisée. Ni plus ni moins en fait, hein. On peut le voir là. Ok. Là, on a les fameux quoi? On a les MRU dont je vous parlais. Ok? MRU Position Miscellaneous Detail, hein? Flags Bags, MRU. Donc, on a tous les inodes en fait, hein. Comment où c'est que c'était stocké sur le disque dur? Ok? Les vecteurs, les offsets. Donc là, on a un fichier zip. Ok, c'est intéressant. On voit un backtoys.zip, absolute pass. On a en hexadécimal. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Santa Rat, intéressant. Zip. Ah, on voit un GitHub, intéressant. Client, message, package, server. Ok, donc là il y a une main. Donc la main, ça doit être visiblement on dirait un repo. GitHub, package. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé un rat. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et Santa Rat. Donc. Donc. Oh, Grinchast. Il est partout, ce Grinch. Il est partout. Il a créé un rat du Père Noël. Remote access trying to use against Santa laptop. Ok, vous avez compris que le GitHub a été spécialement créé pour le CTF. Parfait. Ça a l'air intéressant tout ça. Ok, donc on voit exactement hein, c'est la main. Hein, comme vous pouvez voir, la main, en fait, a été copiée, hein, ni plus ni moins. C'est ce qu'on peut voir là, hein. On a notre main là, c'est la même chose. Ok, donc on va voir quelles sont les questions qu'ils nous posent. Shellbags.
Santarat, ouais, c'est ce qu'on a vu. Donc voilà, on récupère. Ok, quel est le nom du dossier qui pourrait être accessible au public, chargé sur une... Ah non, le point GitHub, c'est ça que tu veux? Ok. Bagel of Toys, ça doit être là que le Père Noël prépare sa collection de jouets. Donc là, on a vu qu'il avait poussé des objets en PowerShell dans justement le Bags of Toys. Des données sensibles que l'acteur aurait pu compromettre. Quel est le nom du fichier trouvé dans ce dossier? Ok. Bah, c'est le bagoftoys.zip, fichier zip. Donc, qu'est-ce que tu veux? Ok, ce logiciel Santarat, on l'a fait, on est allé dessus. Rechercher le nom du logiciel, GitHub, on l'a fait. Config file, ok. Quel est le nom de l'utilisateur propriétaire? Bah, c'est Greenchest. Explorer les autres référentiels. Quel est le nom du dépôt qui semble particulièrement pertinent? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui, à part Santarat? Santarat. Ah, opération Back of Toys. Donc, lisez les informations présentées dans le référentiel. Il semble que l'acteur ait en fait compromis et trafiqué le sac de jouets du Père Noël. Vous pouvez consulter l'activité dans les journaux de transcription. On dirait que l'acteur a installé un utilitaire spécial pour collecter et éventuellement exfiltrer le sac de jouets. Quel est le nom de l'exécutable qui a installé un utilitaire unique que l'acteur a utilisé pour collecter le sac de jouets? Bah, comme je disais, hein, pour moi c'était le zip, mais je peux peut-être me tromper. Alors, si on regarde un petit peu, voilà, on a volé le portable du Père Noël et on a compromis son sac de jouets. Voilà, il a chargé tout ça dans, dans le sac du Père Noël. Ok. Est-ce qu'on peut pas télécharger ça? Il y a quoi là-dedans? Violent. Save. Alors. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est tout, tout ce qu'il a pipé, en fait, dans la commande. Voilà. Hum, À chaque fois, va y avoir quoi? Va y avoir Grinchmas. Vous allez voir. Et je vais vous expliquer comment je sais ça. Voilà. Dirt. Ok.
Comment je sais ça? C'est ce qu'on a vu là en fait. Si je reprends les logs PowerShell, on avait quoi? On avait le premier, le dernier. Je crois que c'est celui-là, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est là. Qu'est-ce qu'on a vu? Il utilise le PowerShell. Il fait un écho. Il écrit Grinchmas, ok? Et à chaque fois, dans tous les objets en fait. Call, mold, chaque fois il le fait, ok? Et après, il y a quoi? Il y a le paramètre binding out of file, input object, ok? En gros, il crée un objet. À chaque fois, la valeur, elle prend quoi? Grinchmas. Et on retrouve ce qu'on a dans le zip, ok? Mildew, ants, worms. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais un 4, il y a quoi? Il y a écrit Grinchmas. Ok, donc ça répond pas à notre question, mais donc question subsidiaire, c'était quoi? Lisez les informations du référentiel. Donc, tu veux. Ouais, ok. Donc ça c'est l'install. Donc dans le dernier journal de transcription, on peut voir l'activité que cet acteur a utilisée pour manipuler le sac de jouets du Père Noël. Il a collecté le contenu original avec une archive UHA, très similaire à zip ou rare, mais plus rapide, avec de meilleurs taux de compression. Très bon outil que je vous conseille. C'est très rare à voir, mais il semble que Grinch Enterprise sorte toutes les cartes à son arc ou toutes les cartes de son jeu sortent toutes les astuces, ouais, comme ils disent. Vous pouvez voir comment l'acteur a compressé le contenu original du sac de jouets avec un mot de passe. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir quel était le mot de passe spécifique dans ces journaux de transcription. Peut-être qu'on peut chercher ailleurs. Suite à cela, l'acteur semble avoir tout enlevé du sac de jouets et ajouté de nouvelles choses comme du charbon, de la moisissure, des vers et bien plus encore. Quel est le contenu de ces fichiers malveillants? Nous savons que l'acteur a apparemment ramassé le sac de jouets original. Il y a peut-être une petite légère au niveau de la sécurité des opérations et on pourrait peut-être récupérer le sac de jouets du Père Noël. Passer en revue le référentiel de l'acteur pour ces opérations planifiées. Peut-être que dans les messages de validation, on pourrait trouver l'archive d'origine et le mot de passe. Donc en effet, hein, quand on lance une cyberattaque sur une entreprise, le premier truc qu'on va aller faire, c'est typiquement d'aller taper sur GitHub, ok, faire de l'OSINT sur le GitHub, parce qu'on peut trouver énormément de choses, ok. On a des messages d'erreur des fois, ok. Ok, bon, ça c'est les... Ils se moquent de nous. Il y a un gars qui a laissé un commentaire, il a dit ouais c'est de la namon, bah oui c'est lui qui l'a laissé. Password Storm. Donc là, ils nous aident, ils nous disent qu'il y a des commits. Donc le principe, hein, au niveau du code, on a quoi? On a GitHub, c'est un référentiel, ça permet de quoi? De développer les fonctions main. On peut faire des forks, hein, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir, comme c'est de l'open source, utiliser le code source et le forker, c'est-à-dire en faire une sorte de fourchette de branches, hein. Il va y avoir différentes branches. On part d'une main et après chacun développe le logiciel à sa sauce. Ok? Donc il y a des milliards de versions, hein, comme on a des distros sous Linux, ok, vous avez 3, 4, 5, 6 distros majeurs, et après vous avez des milliards de distributions Linux qui sont des forks, hein, des grandes branches, ok. Ok, donc là on a 5 commits, update readme, ok, donc ça c'est le message qu'on a, rien de spécial, on a déjà récupéré, là on a le zip, on l'a déjà récupéré, on a le fichier UA, ouais, mais on n'a pas le mot de passe.
Donc les gars qui se sont défoulés, on va laisser des messages. Ok, donc ça c'est tous les gars qui remercient pour le CTF. Et on a le passoire. C'était sous mes yeux. Ça m'avait crevé la gueule. Putain, je l'avais pas vu. Ok, bon bah je crois que c'est torché, hein. On n'a plus qu'à décompresser l'archive et on est bon. Et voilà! On a le full bag of tolls. On a récupéré tout ce qu'il y avait dans la liste de notre ami le Père Noël. Il va pouvoir aller faire son petit Noël. Nous, on a appris quelques petits trucs sympas. J'ose espérer. Ok. Quel est le mot de passe? Ok. Donc, Max Kiddy a pu télécharger et enregistrer une copie du Back of Choice UHA. Vous l'avez accessible sur le bureau de la machine Windows après avoir découvert le mot de passe du référentiel. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour restaurer le sac de jouets original du Père Noël. Donc, voilà, j'ai rentré le mot de passe, on a enregistré les fichiers. Vous avez récupéré le contenu du Père Noël. Félicitations. Pour voir combien on était présent. Pas de problème, on va te dire ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que je peux faire? 228. Non, tout en bas. 228 item. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour le jour 9. Ciao, ciao.